Donc, en deuxième lieu, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Gilbert Grenier, donc, qui va nous parler de la robotisation au service de la filière PAM. Donc, Monsieur Grenier, qui est diplômé de l'ENITA, qui a travaillé pendant 5 ans en tant que conseiller en machinisme en cumin et aux chambres d'agriculture de la Vienne, et qui est aujourd'hui professeur en électronique et en agriculture à Bordeaux Sciences Agro. Voilà, merci à tous. Et je rajouterais que donc moi je suis expert en machinisme agricole, toutes filières confondues, aussi bien élevage que grande culture, et donc même si je ne connais pas trop les PAM, ce que je vais dire là, pour moi c'est beaucoup également des choses qui peuvent être transférées depuis un secteur vers un autre secteur. Donc Donc, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir l'année dernière, en fait, on était parti sur une idée un peu différente. C'était un peu de présenter le développement du numérique en agriculture, ses conséquences pour l'agriculture en général et pour les PAM en particulier, et ce que moi j'appelle l'agriculture mesurée, un peu en opposition à l'agriculture raisonnée. Alors, pourquoi cette opposition, pourquoi ce terme, etc. Donc là, je vais vous en parler tout de suite. Donc, on baigne dans le changement, le numérique, tout secteur d'activité confondu. Essentiellement, cette troisième révolution industrielle, elle est sur 2 pieds. Un premier pied qui est autour de l'énergie, et en particulier les énergies renouvelables, énergie distribuée, et de l'autre côté, les TIC, donc technologie de l'information et de la communication, pour faire court, l'informatique, la téléphonie mobile, Internet, etc. Si on reprend en arrière, chaque révolution industrielle, elle a également été sur 2 pieds. Un pied qui était autour de l'énergie, un pied qui était autour des infrastructures. Donc la première, machine à vapeur, avec le régulateur de Watt, et les voies ferrées pour les infrastructures. La deuxième, moteur à explosion, diesel ou essence, donc l'énergie devient mobile, mais toujours fossile, et les infrastructures, c'est le téléphone fixe, c'est l'électricité, essentiellement l'électricité. Et donc on est bien dans la troisième, toujours les 2 pieds, l'énergie et les infrastructures. Cette révolution du numérique touche tous les secteurs, évidemment, industriels, grand public, on a plein d'exemples, et ça change nos vies. Mais ce qui est intéressant ici, ça va être le cœur de mon discours, en quoi ça change le côté professionnel, agricole ou agronomique. Alors, la première chose, c'est autour de la façon de raisonner l'agronomie. Depuis pas mal d'années, on est sur un système, l'agriculture raisonnée, où on a fait beaucoup de progrès, il ne s'agit pas de dire que c'était mauvais, c'est pas ça, mais ça reste quand même approximatif. Si je prends la méthode du bilan, qui est quand même le cœur de l'agriculture raisonnée, qu'on peut appliquer pour la fertilisation, pour l'irrigation, pour tout un tas de secteurs, on s'appuie sur un système qui est relativement simple. On décompose un système en 2 parties, des entrées, des sorties, et on regarde la différence. Et la différence, ça nous permet de calculer ce qui manque. Donc, une dose d'engrais, un besoin en eau, etc. Donc, relativement simple à comprendre, donc pas besoin de long discours. Par contre, la mise en œuvre, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches parce que, d'une part, il y a des éléments qu'on connaît mal. Par exemple, quelle est la quantité d'eau qui est drainée ou ruisselée par le sol lors d'une pluie? Quelles sont les variabilités au niveau du temps, aussi bien au niveau de la pluie, de l'évaporation, etc. Au niveau de l'espace, variabilité du sol, variabilité des plantes aussi, elles n'ont pas toutes le même génome. Et puis également, un autre aspect qu'on oublie complètement, mais qui est très, très important, c'est que les machines, elles n'ont pas forcément une très bonne qualité d'application. Il y a des problèmes de dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'amène pas la dose prévue. En particulier, si vous prenez les distributeurs d'engrais centrifuges, pour moi, ça fait à peine 10 ans, même pas 10 ans, que ces machines sont capables d'amener la dose comme on veut. Avant les travaux du CEMAGREF de Montol, on ne savait pas les régler correctement. Donc, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, on n'arrive pas à avoir un résultat conforme à nos attentes. Un exemple ici, une parcelle irriguée, on voit bien qu'il y a des défauts d'arrosage. Et donc, on a pu calculer, vraiment, on essayait de faire au mieux le calcul de la dose d'eau, simplement en pratique, cette dose, elle ne correspond pas à ce qu'on amène réellement sur le terrain. Donc ça, je dirais, c'est un peu le passé, toujours utile, en particulier pour dimensionner, pour savoir quelle est la taille
de l'enrouleur, du pivot qu'il faut mettre, ou du système de goutte à goutte, etc. Donc ce n'est pas à jeter. Par contre, là où, pour moi, le numérique amène quelque chose, c'est on passe de ce modèle à un autre que j'appelle l'agriculture mesurée. Donc c'est moi qui ai inventé le terme, parce que un jour on m'a interrogé, on m'a donné des mots clés en disant est-ce que ça fait partie de l'agriculture de précision ou pas? Et puis là j'ai calé, parce que GPS, oui, ça fait partie de l'agriculture de précision, mais en même temps on peut l'utiliser dans d'autres domaines. Donc ça ne collait pas. Et le terme agriculture mesurée, pour moi, il repose sur deux pieds également. Il y a un petit côté jeu de mots, être mesuré dans ses actions, faire très attention, être vraiment sur le fil du rasoir, faire le mieux possible. Et puis deuxième chose, la mesure, les capteurs. Donc pour moi, l'agriculture raisonnée, c'est un triptyque. Il y a 3 temps. Le premier, c'est la mesure. On va mesurer des paramètres agronomiques, que ce soit sur le sol, la plante ou le climat. Donc les basiques de l'agronomie. Donc mesure par exemple ici de l'état de nutrition azotée. Le deuxième temps, à partir de cette mesure ou d'un ensemble de mesures, on va calculer la dose. D'accord ? Et là, on n'est plus dans la méthode du bilan. On est basé sur de la mesure in situ à un moment donné. Donc on calcule une dose, on calcule ce que l'on doit faire. Et troisième temps, on va appliquer sur le terrain le résultat de ce calcul. Mais on va l'appliquer non pas de façon uniforme sur la parcelle, mais on va l'appliquer localement comme ça doit être. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend de l'engrais, à certains endroits, on n'en mettra pas du tout, et à d'autres endroits, on en mettra plus que ce qu'on aurait mis normalement. Donc, on va moduler les doses. Alors, premier domaine dans lequel on a trouvé ça, c'est l'horticulture. L'horticulture, depuis 30 ans, on fait ça. Alors, c'est plus facile parce qu'on est dans un système artificialisé, mais on contrôle le climat et la fertirrigation. Donc, on a des capteurs. On a des capteurs au sein de la serre, ou du tunnel, peu importe. On a des capteurs de température, d'hygrométrie, de CO2, de lumière, de ce que l'on veut, à différents niveaux pour la température, par exemple. On a aussi une centrale météo à l'extérieur pour voir les évolutions et éventuellement anticiper sur le refroidissement, le chauffage, l'aération. Et on va piloter le climat de la serre. Donc on est vraiment sur cette notion d'agriculture mesurée. On mesure avec tout un tas de capteurs. On analyse ces données, l'ordinateur climatique analyse, et derrière, on va piloter des ouvrants, on va piloter de l'injection de CO2, on va piloter du chauffage, etc. Donc, on est vraiment sur ce concept-là. L'élevage, alors peut-être que vous n'êtes pas très familier, mais on a exactement la même chose, quasiment depuis le même temps, avec ce qu'on appelle d'une part le contrôle de performance, c'est-à-dire le contrôle laitier pour, par exemple, les vaches laitières. On a des techniciens qui venaient une fois par mois mesurer la quantité de lait produite par chaque vache, la pesée des animaux pour l'engraissement, et derrière, la distribution automatique de concentré, le DAC. Alors, si vous prenez par exemple la courbe de lactation d'une vache classique, après la mise bas, on a déjà un niveau de production qui est élevé, il monte encore un peu pendant le premier, deuxième mois, puis après, tranquillement, on va avoir une baisse graduelle de la production laitière jusqu'à 10 mois après la mise bas, où on a le tarissement, et puis ensuite, on va attendre un nouveau vélage. Donc on a la courbe rouge qui est classique, qui est connue, etc. Si on met un compteur à lait au niveau de la salle de traite, 2 à 3 fois par jour, parce qu'avec les robots de traite, on peut aller jusqu'à 3 traites par jour, eh bien on va avoir une information sur la production réelle de chaque vache. Et on va pouvoir caler cette production réelle, la courbe bleue, par rapport à la courbe théorique. Et on va pouvoir ainsi détecter des défauts éventuellement sanitaires, des problèmes de mammites, etc., même s'il y a d'autres sources d'informations. Et surtout, on va calculer les besoins en alimentation de chaque vache. Dans un troupeau, vous avez des vaches qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même poids, qui ne sont pas au même stade de lactation, et qui, du coup, n'ont pas besoin de la même alimentation. Et donc, on va donner à chaque vache la quantité d'aliments qui lui permet d'être au maximum de son état de santé, plutôt que d'en donner trop à certaines et pas assez à d'autres. Donc, on va individualiser l'alimentation. Donc, on est vraiment dans un système d'agriculture mesurée. On mesure des performances, on décide, grâce à des logiciels de calcul de ration, de ce que chaque vache doit recevoir, et derrière, on lui amène exactement la quantité d'aliments dont elle a besoin pour être en bonne santé.
Les grandes cultures, les cultures spécialisées comme l'arboriculture, la viticulture, c'est exactement le même principe. Le même principe, on va mesurer des choses. Par exemple, ici, on va mesurer des données sur ce qui se passe au niveau de la culture. Même si l'exemple ici est un peu ancien, un peu faux, ce n'est pas forcément le rendement qui est la meilleure piste d'entrée, d'accord ? Mais on mesure ce qui se passe au niveau de la culture. À partir de ça, on analyse ce qui se passe, on prend des décisions, et derrière, on va moduler un certain nombre d'actions. L'engrais, les amendements organiques ou minéraux, la chaux par exemple, le travail du sol, la densité de semis, etc. Donc on est toujours dans ce schéma, mesure, décision, action. La seule différence entre la grande culture, l'arbo ou la viticulture et l'élevage, c'est qu'en élevage, vous avez le troupeau, et d'une alimentation globale qu'on pouvait calculer pour un troupeau, on est passé à une alimentation individualisée. En agriculture de précision, on passe de la parcelle, et au lieu de donner les mêmes quantités partout dans la parcelle, on définit des zones, et on va donner à chaque zone les quantités d'intrants dont elle a besoin. Alors la différence, c'est que dans un élevage individualisé, une vache, c'est facile, elle a une boucle à l'oreille, etc. Individualiser une zone dans une parcelle, c'est autrement plus délicat. Et en plus, les zones ne sont pas les mêmes pour le pH, pour le phosphore, pour l'azote, etc. Donc, on a plein de zones. Et là, ça devient très compliqué. Mais, exemple ici, là, c'est une photo que j'ai prise personnellement en Normandie. Vous voyez bien que sur cette photo, on a un champ de blé, je peux vous garantir que c'est un seul champ. Et au sein de cette parcelle, vous avez 2 zones de maturité. Certainement que c'est lié à un remembrement et qu'au départ, on avait 2 parcelles différentes et que ces 2 parcelles ont été réunies. Mais toujours est-il que, eh bien, on a toujours un marquage au niveau du sol qui fait qu'on a un comportement de la culture qui est différent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. C'est pas parce qu'on a réuni des parcelles différentes, avec un passé différent, qu'on en a fait une seule homogène. Ça n'existe pas. D'ailleurs, la meilleure preuve, les meilleures connaissances de l'effet des variations du sol sur les cultures, ce ne sont pas les agronomes, ce sont les archéologues aériens. Depuis plus d'un siècle, ils ont trouvé des vestiges de villas gallo-romaines, ils ont trouvé des vestiges de néolithique, simplement parce que ça marquait différemment. Au niveau d'une parcelle, on retrouvait des ronds, des fossés, etc. Donc vous imaginez bien que si depuis le néolithique, c'est toujours résiduaire, si on voit toujours les différences, c'est pas parce qu'on a fait du remembrement il y a 40 ou 50 ans qu'on a tout effacé. C'est vraiment stupide de le croire. Voici un autre exemple, ça c'est une photo, c'est sur Internet, hein, j'étais sur Google Maps, j'ai pris une photo au hasard sur la Beauce. Bien, vous voyez ici, on a des parcelles, on voit bien les parcelles, mais on voit aussi des choses bizarres, ce qu'on appelle un parcellaire fantôme. Et si vous allez sur le site de l'IGN qui s'appelle Remonter le temps, ben vous retrouvez ça. Vous retrouvez, il y a 50 ou 60 ans, un patchwork de petites parcelles, et ce patchwork, des chemins qui n'existent plus, etc., ça marque toujours le territoire. Et donc, ça influence les cultures. Donc, si vous voulez, l'agriculture de précision, ça a du sens, parce que, même si on le croit, la parcelle uniforme, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça change tout ça ? Simplement, c'est maintenant qu'on peut le faire, parce qu'on a des outils, tout ce qui est informatique, Internet, capteurs, etc. Ces outils-là n'existent pas il y a 30 ou 40 ans. Internet n'existe pas, le GPS n'existait pas, etc., etc. Ça induit des changements structurels. Pour moi, c'est très fort. Le rôle des acteurs, c'est-à-dire aussi bien du conseil, de la formation et de la recherche, est en train de changer, mais radicalement. Et en particulier, le conseiller agricole va devoir devenir un expert pour aider les agriculteurs à traiter des données de plus en plus complexes. Par contre, l'agriculteur, lui, il va avoir des outils de mesure. Il sera capable de produire des données, de faire de l'expérimentation. Et donc, pour moi, on va vers la fin des expérimentations en micro-parcelles et plutôt vers de l'expérimentation en réseau. Le conseiller pilote des agriculteurs et leur dit comment faire les protocoles, etc., et les aide après à traiter les données. Et de plus en plus, on a besoin d'une interaction entre le domaine de l'agronomie, du machinisme et du numérique. Alors, les besoins induits par ce changement, déjà, c'est au niveau des mesures. Donc, tout ce qui est capteur,
il faut mesurer le plus de choses possible. Évidemment, ça a un coût. Donc, la limite, elle est là. C'est le problème du coût. Donc, tout ce qui est capteur sur le climat, le sol, la plante, ce que font les machines, ou ce qu'elles font mal également, les objets connectés, et surtout, il faut localiser ou géolocaliser ces mesures. Et il faut utiliser pour ça un système GNSS. Alors GNSS, c'est un mot barbare que vous ne connaissez peut-être pas. C'est la même chose qu'entre frigidaire et réfrigérateur. GNSS, c'est un mot valise qui englobe le GPS américain, le GLONASS russe, le Beidou chinois, le Galileo européen, etc. Donc c'est tous les services de géolocalisation par satellite, donc depuis le GPS jusqu'aux autres, sachant que quand on a un récepteur maintenant, ce récepteur travaille aussi bien avec du GLONASS, du GPS que du Galileo. Donc c'est comme la téléphonie. C'est le domaine à la fois de ce qu'on appelle la proxy détection, c'est-à-dire les capteurs soit sur machine, soit tenus à la main par un piéton, ou la télédétection, tous les capteurs embarqués depuis le satellite, l'avion, jusqu'au drone. Derrière, il faut analyser ces données et prendre des décisions. Alors là, tout à l'heure, l'intervenant suivant d'Arvalis va en parler un peu plus, mais disons, c'est tout ce qui est stockage des données, présentation confortable à l'utilisateur, analyse et partage de ces informations. Partage, par exemple, entre l'agriculteur et le technicien. Donc on trouve du SIG, système d'information géographique, pour faire des cartes, de la modélisation de développement des cultures, modélisation de développement des maladies, modélisation du développement de la cicadelle, etc. Des outils d'aide à la décision, le modèle Mildiou, par exemple, qui permet de savoir quand est-ce qu'il faut traiter ou pas traiter, et puis Internet. Voilà un petit peu les différents domaines. Troisième domaine, il faut agir sur le terrain et surtout moduler les actions sur le terrain. Donc là, on a des ordinateurs embarqués dans les tracteurs, on a des ordinateurs à la ferme, on a des ordinateurs un peu partout, l'électronique embarquée sur machines agricoles et en particulier l'isobus. L'isobus, ça c'est vraiment la révolution de l'électronique en machinisme agricole. Alors pour la petite histoire, on ne l'a pas dit, mais j'ai été pendant très longtemps l'expert français auprès de l'ISO pour la constitution de l'isobus. L'isobus, c'est vraiment le lien entre le tracteur et la machine, qui permet à la fois de piloter la machine, quel que soit le tracteur devant, et également de récupérer des informations à caractère agronomique. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et également, géolocaliser ce que l'on fait, et puis aussi la robotique. La robotique, c'est une voie potentiellement intéressante. Alors, pareil, il ne faut pas s'emballer, c'est comme pour les drones, ça peut faire des choses très intéressantes, mais ça ne fera pas tout. C'est un outil parmi d'autres. Donc, il faut rester serein et il ne faut pas vouloir tout lui faire faire. Et puis, c'est comme les mousquetaires, quand il y en a 3, il y en a 4. Le 4e, c'est la traçabilité, le retour d'expérience. Ça, c'est sur un temps plus long. Les 3 premiers, c'est sur la culture, d'accord ? C'est sur le cycle cultural. Le 4e, c'est plus du retour d'expérience, de l'analyse des données, etc. Et là, on va utiliser des données, par exemple, de rendement sur plusieurs années, des données de climat et ce que l'on veut, et on va faire ce qu'on appelle du data mining, du big data. Voilà, le mot est lâché, big data. Bon, ça permet d'avoir des informations beaucoup plus, on sait que, par exemple, le millésime 2017 ressemble à tel autre millésime, ou donc le millésime 2018, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, on va se rendre compte que c'est un peu les mêmes conditions climatiques que tel autre millésime, et que du coup, on risque d'avoir les mêmes problèmes ou les mêmes effets. Donc, être capable d'aller chercher des données anciennes pour valoriser tout ça. Alors, pour la petite histoire, moi je fais partie on a une formation commune entre Bordeaux et Montpellier qui s'appelle Agrotique, où on forme des ingénieurs agro à tous ces métiers on va dire, de l'agriculture mesurée. Alors ça change pas mal de choses, par exemple, sur les mesures. Il y a encore quelques années, où ça se pratique toujours, on fait de l'échantillonnage. Par exemple, une analyse de sol à l'hectare tous les 10 ans. Donc on a une analyse, et avec cette analyse, on essaye de comprendre ce qui se passe et de piloter ce qui est intéressant. Et en général, c'est ce qu'on appelle les mesures directes. On fait un prélèvement, on a le taux de sable, on a le pH, etc. On passe maintenant sur d'autres sources d'informations qui sont plutôt de la cartographie ou de l'imagerie. C'est-à-dire qu'on a des points de mesure sur toute la parcelle, mais en général, ce que l'on mesure, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va mesurer, par exemple, ce que le couvert végétal renvoie comme lumière du soleil dans certaines longueurs d'onde, ce qu'on appelle la réflectance. Mais la réflectance, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le besoin en azote. Et donc, on a des mesures d'un paramètre
qui sont plus ou moins bien corrélés à un autre paramètre qui nous intéresse. C'est pour ça que je parle de mesure indirecte. Par exemple ici, eh bien, vous avez deux systèmes. À droite, GeoCarta qui envoie du courant électrique dans le sol et qui nous donne une carte de sol, une carte de résistivité au passage du courant électrique. Et cette carte de résistivité, elle est en relation avec l'eau dans le sol, donc avec la texture, la compaction, etc. Là où c'est bleu, on a une bonne conductivité électrique, donc on a plutôt du limon et de l'eau. Là où c'est rouge ou noir, on a plutôt du caillou, des sols superficiels, etc. Donc ça nous donne une carte, mais ça nous donne une carte de tendance, une carte de variation. Et derrière, il faut aller faire des trous à l'intérieur pour voir exactement ce qui se passe. À gauche, c'est Veris aux États-Unis, un capteur tiré par un tracteur qui nous fait une carte de pH du sol. Même chose, c'est une mesure indirecte. On a aussi les réseaux de capteurs, ce qu'on appelle les objets connectés, où là, on a un échantillonnage poussé. Par exemple, on peut avoir une information tous les quarts d'heure, mais en un endroit particulier. Alors, ce qui s'est beaucoup développé ces temps-ci, c'est par exemple les petites stations météo. Les petites stations météo, alors vous avez plein de domaines, plein de marques maintenant. Si vous allez au Cival, vous en verrez. Sencrop, Winat, Isagri, etc. La technologie a beaucoup évolué, en particulier au niveau de la gestion de l'énergie. On a maintenant des systèmes de transmission de données comme Sigfox, LoRa, qui sont ce qu'on appelle les réseaux à bas débit, qui consomment très peu d'énergie. Du coup, le capteur n'a pas beaucoup besoin d'énergie. S'il n'a pas beaucoup de besoin d'énergie, au lieu de mettre une grosse batterie, un panneau solaire, on met une pile. Et donc, on va diviser quelquefois par 10 le prix du capteur. Ce qui fait qu'au lieu d'acheter un capteur, on peut en acheter 10 et les répartir sur le territoire. Donc, c'est ça l'intérêt des objets connectés, c'est que le prix baisse beaucoup et du coup, on peut en mettre plus. Et on peut avoir un maillage plus serré. Exemple ici, vous avez tout un tas maintenant de systèmes TrapView, CapTrap, etc., qui sont des outils qui vont permettre de compter des insectes et surtout de donner une information quasiment à l'heure près ou au quart d'heure près. Et donc, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'on a une infestation de cicadelle, de tel ou tel insecte. Et donc, ça change la façon dont on peut affiner la protection, les connaissances que l'on a sur le ravageur, etc. Et puis, ne pas également oublier tout ce qui est capteur embarqué sur machine, on a de plus en plus, et aussi ce qu'on peut amener à la main sur le terrain. Alors, un petit exemple, je l'ai oublié là-bas, par exemple, maintenant, vous avez des applications gratuites, je pense à une qui s'appelle Xarvio, qui a été développée par BASF. Vous la téléchargez gratuitement sur votre smartphone, vous allez sur le terrain, vous prenez une photo de votre culture, et quasiment instantanément, il vous dit, voilà, dans votre culture, vous avez du kénopode, du liseron, du machin, etc. Donc, des choses qui sont capables de détecter ou de vous dire ce que vous avez comme mauvaise herbe, comme maladie, comme ravageur. Gratuit. Donc, la façon de prendre des décisions, ça ne peut plus être la même. On a accès à des informations auxquelles on n'avait pas accès il y a quelques années. Et surtout, on en a beaucoup, beaucoup plus. On passe de 1 à 10 informations à l'hectare ou à la parcelle, à des milliers, voire des millions d'informations. Donc la façon de prendre des décisions, ça change complètement. Exemple ici, si on fait, alors c'est basé à gauche sur de la résistivité électrique, donc une vraie parcelle, et à droite, c'est une vue simplifiée. Une vue simplifiée, vous avez une parcelle agricole avec une zone rouge qui est différente, ce qui correspond à peu près à ce que vous avez sur la diapo de gauche. Si on fait des prélèvements systématiques tous les 100 mètres, un prélèvement à l'hectare, avec un peu de malchance, mais c'est souvent ça, dans la réalité, on va passer à côté de la zone rouge. C'est qu'on fait un point de prélèvement à chaque fois qu'on a une intersection ligne-colonne, et manque de chance, tous les prélèvements se font dans le vert. Donc on n'a pas vu qu'il y avait un problème. Pour voir le problème, il faut augmenter la densité d'échantillonnage. Mais alors là, ça ne passe plus économiquement. Vous allez multiplier par 10 le prix de l'échantillonnage. Au lieu d'avoir 50 € à l'hectare d'analyse de sol, vous allez passer à 500. Économiquement, ça ne peut pas passer. Et donc, la technique, c'est de faire passer un outil de type résistivité qui nous donne justement les contours, les zones comme on a sur la diapo de gauche, et ensuite on va aller faire 1 ou 2 prélèvements ou 3 prélèvements, c'est-à-dire que l'on va avoir associé 2 techniques,
Une qui nous donne une information globale et une qui va nous donner une information précise, mais ciblée sur les zones qui nous intéressent. Donc au global, ça ne coûte pas plus cher, voire ça coûte moins cher pour la parcelle entière. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une dizaine ou une centaine de prélèvements, on va en avoir 2 ou 3 associés à d'autres mesures. Alors voici un exemple de carte, ça a été fait par Geocarta, une coopérative à côté de Bourges. Ce qui est intéressant, c'est de voir, vous avez des zones bleues très conductrices, des zones rouges, noires qui sont très résistives. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, à l'intersection entre deux zones, comme ici? Eh bien, à l'intersection entre deux zones, si on fait une fosse, on s'aperçoit que vous avez ici un sol avec la roche-mère qui est affleurante, là un sol profond. Évidemment, 2 comportements électriques différents, mais surtout 2 comportements des plantes qui vont être différentes. C'est-à-dire que sur céréales non irriguées, au mois de juin, ici, votre plante va s'échauder, là, elle va peut-être encore avoir de l'eau. Et donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme engrais, ce n'est pas l'engrais qui pose problème, ici, c'est l'eau. Donc, avoir cette connaissance, c'est aussi mettre en avant ce qui est prioritaire. Et donc ici, la fertilisation, c'est pas en mettant plus d'azote que vous ferez pousser là où il n'y a pas d'eau. Donc cette connaissance-là, elle est essentielle. Pareil pour les systèmes de capteurs connectés. Eh bien, si on fait des relevés de pièges, classiques toutes les semaines, on a le cumul. Mais quand on a un système de capteurs connectés, on a la dynamique. On sait quand est-ce qu'exactement est venu se poser les papillons. Sont venus se poser les papillons. Donc, on a une vue complètement différente. Donc, on change de nature, de pertinence des informations, et le processus de décision agronomique change également. Ça veut dire que, de plus en plus, on a accès à des données qui vont nous aider au niveau local, individuel, la parcelle, puis au niveau global, collectif. Par exemple, au niveau local, c'est tout ce qui est choix de fertilisation, de modulation de la fertilisation, etc. Et puis, au niveau plus global, le fait d'avoir des agriculteurs en réseau, on peut tester des variétés, on peut augmenter l'expertise agronomique, etc. Et puis aussi, un point important, quand on fait des cartes de rendement, et moi je suis étonné qu'on n'ait pas ça en France, aux États-Unis c'est très développé, ce qu'on appelle les cartes de profitability, c'est-à-dire en fait les cartes de rentabilité. Quand vous avez des parcelles comme ici, là vous avez l'échelle. Tout ce qui est bleu gagne de l'argent, tout ce qui est rouge en perd. Là, on est jusqu'à 200 $ de l'acre, en gros 500 € de l'hectare. Donc il y a des zones comme ici où on gagne 500 € de l'hectare et d'autres où on perd 500 € de l'hectare. Ça, c'est une connaissance intéressante. Bon, là, pas de souci, on perd un peu sur quelques trucs, mais c'est marginaux. Par contre, là, il y a des questions sérieuses à se poser. On est à la limite de la rentabilité de la parcelle, mais il y a des zones où on perd franchement de l'argent. Et avoir cette information-là, pour moi, c'est une information capitale. Ça permet d'orienter les décisions derrière. Donc, la notion de rentabilité des opérations, de ce que l'on fait au niveau détail, très détaillé, c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Alors en France, Unicoque, à Cancon, où on fait de la noisette, ou de la noix, ici c'est sur noyer, eh bien une parcelle qui n'est pas très grande, on avait fait 3,5 hectares, je crois, eh bien vous passez de 3 tonnes hectares à 8 tonnes hectares dans la même parcelle. Donc, on a plus de variabilité au sein d'une parcelle qu'entre 2 parcelles voisines ou entre 2 producteurs. La différence que l'on a, ici, c'est les produits bruts. Là, on est autour de 2500 € de l'hectare. Là, on est à 11 000. Donc, avoir cette information-là, c'est très important au niveau économique. Mais également, il faut bien voir que cette différence de rendement, elle affecte d'autres choses, comme les exportations ici de potasse. Je crois que c'est potasse ou... Ouais. Donc là, on est petit rendement, petites exportations. Là, exportations qui sont plus de 2 fois supérieures. Donc quand on fait un calcul de fertilisation, c'est le genre de choses dont on ne tient pas compte. Donc l'intérêt du numérique, c'est justement de remettre ça en perspective et de pouvoir tenir compte de ces choses. Alors l'autre aspect qui est pour moi très important, c'est le pH et la matière organique. Quand on vous dit sol acide, il faut mettre de HO, sol basique, il ne faut pas en mettre, ok. Mais quand vous faites une analyse de sol à la parcelle et que vous avez une valeur moyenne qui est de 7, vous dites, bon voilà, j'en mets un petit peu, je fais une fumure d'entretien. Sauf que là, vous avez du 5,5, là, il faudrait faire du redressement, et juste à côté du 8,5 comme pH. Là, il ne faut surtout pas mettre de chaud.
Donc, au niveau agronomique, faire une application uniforme sur des parcelles, c'est un non-sens agronomique total, dans beaucoup de situations. Donc, être capable de moduler, ça veut dire être capable de mieux prendre en compte les besoins des plantes et les besoins du sol. Par exemple, quand on est sur des terres qui ont des faibles taux de matière organique, on sait qu'on a des problèmes d'érosion, on sait qu'on a des problèmes de vie microbienne, etc. Et donc, il faut redresser, il faut remonter la matière organique, mais prioritairement là où c'est le plus bas. Si on est limité en ressources en matière organique, eh bien, il faut cibler les zones les plus fragiles. Ça ne sert à rien de mettre... Enfin, ça ne sert à rien. Si, ça sert, mais c'est prioritairement les zones les plus fragiles. Alors, également, tout ce qui est télédétection, décision, on peut aussi avoir au niveau local, par exemple, les systèmes d'aide comme FarmStar, ou au niveau global, par exemple ici, c'est l'IFV à Bordeaux qui a travaillé sur des outils qui permettent de prévoir à la suite par exemple ici d'orage, les risques, géographiquement parlant, de développement de mildiou, et donc un conseil pertinent auprès des viticulteurs en disant dans certaines zones, là attention, vous avez été touché, il faut traiter, puis dans d'autres zones, ce n'est pas la peine, hein, vous allez perdre votre temps et, de l'énergie et du produit. Et puis aussi, en termes de décision, bon, on a des décisions stratégiques, qu'est-ce qu'il faut produire comme culture, etc., des décisions d'ordre opérationnel, et puis de plus en plus des décisions d'aide à la conduite aux chauffeurs. Par exemple, tout ce qui est orientation d'entreprise, donc j'ai dit choix de production, mise en marché. Le deuxième niveau, c'est quel produit, quelle dose, etc. Puis le troisième niveau, c'est l'autoguidage, l'automatisation des réglages, etc. Voilà un petit peu ce que l'on a comme évolution. Alors, petit exemple de ce que j'appelle le big data ou le retour d'expérience. Pour les producteurs qui font par exemple du blé, les conseils de fertilisation sont toujours les mêmes. Depuis très longtemps, c'est en gros du blé tendre. Il faut considérer qu'on a un besoin de 3 kg d'azote par quintal de blé. Vous voulez faire 80 quintaux, il faut 240 unités d'azote. Si le sol n'est pas capable d'en donner plus que tant, c'est l'engrais qui va compenser. Ça, c'est la Bible, c'est les sources du comifère, ça date depuis pas mal de temps. Mais si on regarde ce qui se passe en France depuis quelques années, on voit ici deux courbes. Une, les achats ou les livraisons d'azote minéral auprès des agriculteurs, et l'autre, les productions de céréales et colza en France. On voit que ces deux courbes-là, sur un pas de temps d'une vingtaine d'années, 25 ans, sont, on va dire, synchrones. Elles sont relativement liées. Et à partir des années 90, vous avez un écart qui s'est creusé entre les deux. Les livraisons d'azote ont eu tendance à descendre, les productions continuaient à monter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des aspects, on va dire, agronomiques, les couverts végétaux, etc., donc je ne sais pas forcément trier ce qui se passe. Mais depuis les années 90, on a de plus en plus d'outils de raisonnement de la fertilisation azotée, méthode Jubile, etc., au départ, et puis maintenant, des systèmes de type FarmStar, Airinov, ce que vous voulez, qui donnent des indications de besoins réels d'azote pour les plantes. Et donc, mon discours ici, c'est de dire, très certainement, dans cet écart qui se creuse, on a une meilleure maîtrise de la fertilisation minérale du blé et du colza, et donc, du coup, une meilleure efficience de ce que l'on a comme fertilisation. Et que, du coup, peut-être que les 3 kg d'azote par quintal de blé sont complètement faux, et que c'est peut-être 2,5, 2,7 qu'il faudrait considérer, j'en sais rien, mais il y a une piste à creuser. Et pour moi, le retour d'expérience agronomique, l'évolution des connaissances agronomiques, c'est essentiellement sur ce côté-là. On a des dogmes, entre guillemets, agronomiques, eh bien, ils sont probablement faux, et il va falloir les revisiter. Alors, on a besoin de données nouvelles, hein, ça veut dire des nouveaux capteurs, le moins cher possible, hein, c'est toujours le problème. On a besoin de nouveaux modèles agronomiques adaptés aux nouvelles échelles de travail. Alors là, tout à l'heure, je pense que l'interlocuteur suivant va en parler un petit peu. Donc, le comportement du sol pour pouvoir faire du zonage, le développement des cultures, développement des maladies des ravageurs, des modèles qui intègrent la variabilité intraparcellaire et aussi des modèles qui intègrent les variations, les dynamiques. Un papillon, ce n'est pas statique, hein, ça bouge d'une parcelle à l'autre, ça dépend des brise-vents, ça dépend des couloirs de vent, etc. Et donc, avoir des modèles agronomiques qui intègrent
ces effets dynamiques, et surtout la troisième dimension, c'est-à-dire l'altitude. Et puis aussi des besoins de nouveaux outils d'aide à la décision qui sont capables de traiter des données qui sont très disparates, résistivité du sol, rendement, etc., des données qui sont incomplètes, on a des points de mesure par endroit mais pas à d'autres, et puis aussi qui sont capables de faire ce qu'on appelle la fusion de données, qui utilisent des outils beaucoup plus sophistiqués qu'on appelle de la géostatistique. Donc voilà un petit peu les évolutions. Et puis par contre, on a, en termes d'informatique, un besoin qu'on appelle d'interopérabilité, même si ça se fait. C'est ce qu'on a avec l'Isobus. Vous branchez un tracteur vert sur une machine rouge, et normalement, ça doit marcher. D'accord ? Donc, on commence à avoir des choses comme ce qu'on appelle les services web, l'extranet collaboratif. Ça, c'était Néotique qui est devenu SMAG. On a des nouveaux usages comme ce qu'on appelle le big data. Et puis, c'est surtout pour moi, les relations entre partenaires, entre acteurs qui est en train de changer, en particulier entre agriculteurs et les experts qui vont pouvoir les assister. Donc, voilà, la source d'agronomie, la source nouvelle, c'est de la plus-value. Alors, là, j'étais très généraliste, j'étais très loin des PAM, donc maintenant, je vais revenir un petit peu. C'était vraiment pour présenter une évolution qui touche toute l'agriculture et les PAM comprises, sachant que pour moi, des producteurs de PAM, ils peuvent être aussi producteurs à côté d'autres cultures qui sont moins spécialisées. Donc, pour ce qui est des PAM, ce que j'en connais, je n'en connais pas tant que ça, on a une grande diversité de cultures, une grande diversité de situations, mais quand même pas mal de similitudes avec d'autres secteurs de production végétale. Donc, c'est un domaine certainement un peu à part, mais des transferts d'un domaine à l'autre sont tout à fait possibles et souhaitables. Alors, par contre, il y a une problématique qu'on retrouve moins dans d'autres cultures, c'est la notion de propreté des cultures. Ça, c'est vraiment un point très fort des PAM. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1 telle que je l'ai ressenti. Et on va aussi vers une généralisation du désherbage mécanique. Cette généralisation du désherbage mécanique, elle atteint d'abord les PAM. On l'a aussi en culture maraîchère, évidemment, mais je pense qu'on va aussi venir vers ça dans d'autres cultures, ne serait-ce que le maïs, par exemple. Le maïs, on est sur des cultures, c'est facile de mettre du désherbant, mais un binage vaut 2 arrosages, on a des problèmes de climatologie, on a des problèmes de ressources en eau, et donc si on peut augmenter l'efficience de l'eau, il ne faut pas se priver. Et donc le binage, même du maïs, même du colza, etc., sont des choses mécaniques, c'est des choses qu'il faut envisager. Et de plus en plus, c'est envisagé. Alors évidemment, on a des problématiques un peu moins fortes, surtout autour du guidage, de l'aide aux chauffeurs, tout ce qui est récolte, et puis après, l'irrigation pour certaines cultures et les opérations post-récolte. Alors, je vais surtout m'intéresser au désherbage mécanique, où on a quand même des variations de situations très fortes, avec des interrangs qui sont très très larges. En particulier, on a des cultures où l'interrang est très étroit, et on va jusqu'à 1,80 m pour la lavande. Donc évidemment, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc on a un besoin qui est clair, si on veut des cultures propres, c'est l'interrang, ça c'est relativement facile, l'intrarang, ça c'est autre chose. Et donc l'intrarang, c'est vraiment l'enjeu actuel en termes de binage mécanique. C'est une opération qui est forcément chronophage, mais qui est essentielle. Et donc en termes de solutions, moi j'en vois 4. Tout ce qui est classique, binage mécanisé, ce qu'on appelle les autoguidés ou robotisés, les robots de binage, et puis une dernière que je vais expliciter, mais qui n'est pas forcément, qui pourrait être utilisée dans certains cas. Alors, binage mécanique, on est sur du classique, c'est relativement connu comme principe, on a tout un tas d'outils différents avec des étoiles, des peignes, des dents, etc. Donc je ne fais pas toute la liste parce que ça ne tirait pas. De nombreuses fabrications et des prix qui sont relativement modérés. Alors, je dis relativement modérés parce que, toujours pareil, le matériel agricole est quand même cher au poids ou au kilo. Alors, l'inconvénient de ces machines, il est essentiellement sur le fait que ça demande une attention soutenue de la part des utilisateurs et on a un risque élevé de destruction des plantes et évidemment aucune efficacité en intrarang. D'accord ? Ça, c'est les problèmes que vous connaissez. Si on va vers du désherbage mécanique, donc autoguidé, robotisé, on a des situations qui sont, des systèmes qui sont plus complexes, évidemment, il faut des capteurs, il faut des actionneurs, etc. Et on a quelques constructeurs, alors, un des plus connus, c'est certainement Garford,
Mais on a Carré, on a un certain nombre de choses. Puis on a des petits nouveaux. Alors Razol, Razol a eu des petits soucis. Claas, John Deere qui commencent à aller dans ce secteur-là. Alors évidemment, plus de technologie, ça veut dire prix plus élevé. On a une très bonne efficacité en interrang. Par contre, en intrarang, alors là, c'est pareil. On a du mal. Alors, la différence avec le mécanisé classique, c'est qu'on a une précision élevée qui devient indépendante de l'utilisateur et de son attention. Ça, c'est en termes de sécurité, etc., c'est important, en termes de confort de travail. Et on a un risque beaucoup plus faible qu'en mécanique de destruction des plantes, si la machine est bien réglée, évidemment. Donc, quelques exemples ici de différents systèmes, où on voit, par exemple, là, on a des images de Garford avec donc, une analyse des lignes, et là, le travail. Et là, c'est Carré, je crois. Donc, pareil, une analyse de la culture et des systèmes de binage. Donc, ce sont des outils, on va dire, généralistes qui peuvent s'adapter à différents types de cultures. Le désherbage mécanique avec des robots. Alors là, c'est relativement nouveau. On commence à voir pas mal de choses qui se font. Évidemment, le plus connu, c'est Nayo, c'est eux qui ont commencé. Ils ont commencé surtout sur du maraîchage. Et donc, ce qu'ils ont fait sur du maraîchage peut s'adapter, peut être utilisé pour des PAM. Alors après, c'est un problème de prix, de rentabilité, etc. Donc, mais ça, il faut le traiter au cas par cas. Donc évidemment, on est encore un cran au-dessus en termes de technologie, donc en termes de prix, évidemment. Donc, en intrarang, on est encore comme le reste. Souvent, on n'est pas mieux que de l'autoguidé. On est surtout en interrang. Donc, précision élevée, risque très faible de destruction des plantes et limitation très forte des besoins en main-d'œuvre. Donc, Nayo, c'est un des plus connus. Donc, ils ont toute une gamme. Ils sont Cival, vous pourrez les voir. Il n'y a pas de souci. Carré, je ne les ai pas vus, mais bon, pourquoi pas. Alors, je voudrais faire un petit focus sur un point, c'est qu'est-ce qui permet le développement des robots de binage et pourquoi on va peut-être vers ce type de choses, sachant que les systèmes de bineuses autoguidées et j'irais presque robotisées, si vous voulez, pour moi il y a deux solutions. Le robot, comme celui-ci, complètement autonome, ou la machine qui se met derrière le tracteur avec un chauffeur et qui fait comme un robot. Donc c'est deux technologies différentes, mais qui peuvent être intéressantes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a des technologies maintenant qui sont matures, qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans, et qui sont utilisables pour ce type de technologie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans les années 80, le Sémagref avait essayé de faire un robot de récolte de pommes qui s'appelait Magali. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce que on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de caméra couleur de bon marché, etc. etc. L'ordinateur qu'ils avaient était moins puissant qu'un téléphone qu'on a maintenant dans la poche. Donc, il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas possible. Maintenant, ça le devient. Un autre aspect qui est très, très important, c'est qu'en matière de machinisme agricole, tout secteur confondu, tout type de machine confondu, on va vers de l'énergie électrique. Alors, si vous allez au Cival, vous verrez, il y a 5 ou 6 constructeurs de petits tracteurs, de petits systèmes d'assistance pour des travaux de maraîchage ou autres, qui sont purement électriques, sans moteur diesel. Ça a plusieurs intérêts économiques, c'est beaucoup moins coûteux à l'usage, pas à l'achat, mais à l'usage. Quand vous faites le plein sur un tracteur, vous mettez quelques centaines d'euros de carburant. Quand vous rechargez des batteries, vous mettez quelques euros, voire un seul euro de carburant. Plus de vidange, plus de pollution par l'hydraulique quand il y a un tuyau qui explose dans les champs, et ça c'est extrêmement important. Donc on va vers de l'électrique partout, même sur des gros tracteurs. Là au CIMA, l'année dernière, John Deere avait proposé un tracteur de 300 chevaux complètement électrique. Donc rendement énergétique mieux, autonomie, propreté, sécurité. Là c'est un petit robot qui n'a rien à voir, c'est un petit robot qui tond l'herbe entre les rangs de vignes. Il est complètement solaire. Il démarre en mars, il finit en octobre, sans aucune recharge. Il se recharge tout seul. Donc on est sur des systèmes qui sont en train de se développer au niveau de l'électrique. Et donc les robots, que vous voyez, Nayo ou autres, ils sont complètement électriques aussi. On a aussi des actions publiques
qui pousse à développer la robotique en agriculture en général. Donc il y a eu le rapport Bournigal d'Irstea, le patron d'Irstea, enfin ancien patron. Et puis là, cette année, il y a un challenge qui s'appelle Challenge Rose, qui a été développé par l'Agence nationale de la recherche, qui a mis en compétition des équipes en disant, voilà, on donne de l'argent public à des groupes qui seront capables de développer des robots ou des systèmes robotisés pour faire du désherbage intra-rang, quelles que soient les cultures. C'est-à-dire qu'ils soient capables de traiter aussi bien du maraîchage jusqu'au maïs. Donc, il y a un certain nombre de... Il y a 4 groupes de recherche qui ont été validés. J'ai la chance de faire partie d'un des 4, donc je maîtrise pas mal le problème. Puis il y a aussi des recherches privées de grands groupes. Par exemple, en Allemagne, la dernière Agritechnica, il y a une boîte autrichienne qui propose de détruire les mauvaises herbes avec un système laser. Reconnaissance des mauvaises herbes et destruction laser. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, Xarvio, un système qu'on peut télécharger sur Internet et qui nous donne des informations, qui est capable de nous dire ça c'est telle mauvaise herbe à des stades très jeunes. Il travaille aussi sur les maladies et puis les carences. Donc, qu'est-ce que c'est que ce semi à très haute précision? Eh bien, c'est avec du GPS centimétrique, RTK, être capable de faire un alignement des plantes, évidemment dans le sens du rang, dans le sens du semis, mais aussi sur un autre axe. Par exemple, en betterave, faire en sorte de planter les betteraves en quinconce, de façon à ce qu'elles soient le plus loin possible de ses voisines. En maïs ou autre, on peut aussi faire en perpendiculaire. Voici un exemple, ici. Semis de maïs, je crois que c'est... Non, c'est peut-être pas du maïs. Semis en... Donc, l'axe du rang, OK? Et ici, tout au long de la parcelle, on peut passer dans un autre sens. C'est-à-dire que là, on n'a plus d'intra-rang. On a 2 rangs, on a deux possibilités de binage. Bon. Alors, tout ce qui est guidage et plantation, ben, on retombe sur du classique, guidage GPS pour la plantation, donc on peut utiliser en PAM pour faire de la plantation. Pourquoi pas semer de très haute précision également, je ne sais pas moi, de la lavande ou autre. Tout ce qui est guidage par caméra couleur, on retrouve. Tout ce qui est guidage par caméra 3D, alors ça c'est nouveau, c'est-à-dire un système qui émet de la lumière et donc les objets renvoient de la lumière. À quoi ça peut servir, par exemple? Détecter les bords d'une remorque et viser l'intérieur de la remorque et puis savoir quelle est la hauteur du tas dans la remorque. Et Grégoire, par exemple, sur machine à vendanger, a développé un système de guidage au tracteur. On détecte comme ça, de jour comme de nuit, les rangs de vignes et on a un système de guidage sans GPS et un coût beaucoup plus faible que du GPS centimétrique. Donc, tout ce qui est maîtrise de l'irrigation, bah là, on est sur des choses classiques qu'on trouve dans d'autres cultures, en particulier tout ce qui est goutte à goutte, aérien ou enterré, les sondes de sol poursuivent de l'humidité, donc on retrouve bien la notion d'agriculture mesurée. Et on a un besoin de maîtrise de l'irrigation parce qu'on a une variabilité spatiale des besoins, ça c'est clair. On a un effet sur la culture de l'irrigation, en particulier par exemple le développement de maladies comme le mildiou, si on irrigue trop, et puis un usage de l'eau qui est de plus en plus réglementé. Tout ce qui est récolte, opération post-récolte, là, moi, je n'ai pas trop de choses à dire. On est sur des transferts technologiques possibles, automatisation de process, tout ce qui est contrôle de température, pression, débit et pilotage des installations, tout ce qui est gestion, optimisation de l'énergie, tout ce qui est production de vapeur et recyclage des effluents, donc gestion des effluents des déchets. Alors là-dessus, bah, vous avez le CRIPAM à Manosque qui est compétent, certainement beaucoup plus que moi, et qui pourra éventuellement répondre à des questions. Voilà, donc pour moi, la révolution du numérique, c'est, au-delà des discours, c'est vraiment un changement au niveau agronomique, et c'est ça que je voulais essayer de vous faire passer comme message. Ça touche toute l'agriculture et les PAM, aussi bien que les autres. Pas plus, mais aussi bien.